quatre émotions plus exactement qui sont au cœur du modèle Homo emoticus. Le noir symbolise la peur, le rouge symbolise l'envie, le bleu l'admiration et le jaune la gratitude. Et en fait, tout le modèle Homo emoticus repose sur ces quatre émotions et apprend à reconnaître, analyser et aussi activer ou désactiver la peur, l'envie, qui sont donc deux émotions très négatives, l'envie au sens de jalousie, hein, si vous voulez, l'admiration et la gratitude. Et ce que nous allons voir, c'est qu'effectivement, manager ses équipes par les émotions, c'est principalement veiller à ces quatre émotions, deux, en essayant de les prévenir, la peur, l'envie, et en essayant donc de les désactiver, et deux émotions que l'on va essayer de cultiver, qu'on va essayer de développer au contraire au sein de son équipe, c'est-à-dire l'admiration et la gratitude. Alors, d'abord, je dirais que l'approche aussi à l'Homo emoticus Academy du management met beaucoup l'accent sur la dimension justement relationnelle et ça ne vous étonnera pas, la dimension émotionnelle. L'importance, et ce qui veut dire que dans le travail du management d'équipe, la dimension de modus vivendi est très importante, pour ne pas dire essentielle. Donc, si vous voulez, en général, quand on parle de manager, on considère qu'il a évidemment comme fonction d'assurer un modus operandi, c'est-à-dire d'assurer que les personnes travaillent bien ensemble et puis de diviser le travail entre les membres de son équipe. Mais il a aussi donc à faire vivre ensemble les membres de son équipe. Pas seulement à travailler, mais faire en sorte qu'il y ait évidemment une bonne ambiance, que les gens s'entendent bien. Et ça aussi, c'est une dimension, je dirais, très importante, en tout cas à l'Homo emoticus Academy, sur laquelle on insiste beaucoup, sur lequel on veut former les managers, c'est-à-dire qu'ils veillent à ce qu'il y ait effectivement cette atmosphère, cette ambiance, qui fait que les gens ont envie d'aller travailler et en sont motivés et se sentent bien au travail. Et ça place notamment, il y a d'autres dimensions que l'on peut analyser, mais sur le management d'équipe, ça passe par créer un bon modus vivendi. Et donc, pas seulement un bon modus operandi, c'est-à-dire une bonne organisation du travail, mais aussi veiller à ce que les gens s'entendent bien entre eux. Et alors, comment fait-on un bon modus vivendi? Alors d'abord, quel est évidemment le présupposé de cette importance conférée au modus vivendi? C'est qu'un modus vivendi harmonieux n'est pas forcément donc la clé de la réussite. Donc évidemment, ce n'est pas parce que les gens s'entendent bien qu'on va faire du bon travail ou qu'on va atteindre des objectifs ou qu'on va réaliser un projet. Mais en tout cas, quand on a un mauvais modus vivendi, c'est-à-dire quand les gens ne s'entendent pas, on crée là un sérieux facteur d'échec. Et donc, c'est toute, je dirais, la philosophie derrière ce modèle, c'est qu'il faut assurer un bon modus vivendi, car ça peut être effectivement un facteur d'échec d'un travail d'équipe, et ça peut évidemment renforcer les chances de réussite. Alors, quels sont les principaux effets qu'on peut attendre d'un bon modus vivendi? C'est d'abord, pour chacun, se sentant bien dans son équipe, il a un regain de motivation personnelle. Et puis, donc, du coup, comme il a un regain de motivation, il a aussi un regain de coopérativité. Il est plus coopératif avec ses collègues et puis, évidemment, avec son manager. Il a, en plus, un regain de solidarité et d'entraide. Il se sent, évidemment, beaucoup plus concerné par le travail des autres et plus soucieux de leur état, de leur travail. Et donc, il va davantage proposer son aide et va beaucoup plus être, évidemment, dans l'altruisme et dans la générosité vis-à-vis de son équipe, parce qu'il se sent, effectivement, dans une bonne atmosphère de travail, dans une bonne ambiance. Et enfin, évidemment, un regain de fidélité à l'équipe, c'est-à-dire qu'évidemment, quand on se plaît dans une équipe et quand on y travaille bien, on a envie d'y rester et donc on ne va pas quitter une équipe ou une organisation dans laquelle on s'entend bien avec tout le monde et on travaille dans une bonne ambiance. Donc évidemment, on fidélise aussi les membres de son équipe quand on assure un bon modus vivendi. Alors, comment créer ce modus vivendi, ce bon modus vivendi qui revient à créer de la convivialité, de la complicité, de la connivence et de l'intimité entre les membres d'une équipe? Eh bien, justement, un des vecteurs pour cela, c'est de partager des émotions.
c'est donc de créer des occasions de partage d'émotions positives qui vont nous permettre justement de créer des liens entre nous. Et c'est ce qu'on va essayer de voir brièvement, comment on peut créer cette convivialité, cette complicité, cette connivence et cette intimité par un partage d'émotions. Alors là, évidemment, typiquement, on mange une pizza ensemble, voilà, on passe un bon moment et typiquement, là, on crée du lien et on va créer donc de la cohésion, on va créer un bon esprit d'équipe. Alors, les différents types d'esprit d'équipe, justement, dans le modèle Homo Economicus, on en distingue 4. Vous avez des différents profils de personnes dans une équipe. Voilà, des gens qu'on ne connaît pas, donc des inconnus, mais on peut avoir aussi des personnes qui nous sont antipathiques, des personnes qui nous sont sympathiques. On peut avoir parfois des amis, voire des parents, parce que voilà, dans des entreprises familiales, il peut arriver qu'on travaille avec des gens qui sont à la fois des amis ou des parents. On peut avoir aussi des ennemis, des gens vraiment avec qui on est en conflit. Donc, on a différents types de profils de personnes et mis ensemble, eh bien, il y a 4 dynamiques émotionnelles qui peuvent émerger, 2 qui sont très problématiques. L'une qui est celle de la meute de loup, c'est-à-dire des rapports de peur, des rapports de domination entre les membres d'une équipe. Ça, il faut évidemment éviter que ça puisse se produire. Il y a le panier de crabe. Alors là, c'est des rapports de rivalité, de compétition, où évidemment, les gens s'envient et donc sont plutôt hostiles les uns par rapport aux autres. Ça, c'est évidemment 2 dynamiques collectives qu'on voudrait éviter dans une équipe. En revanche, il y en a 2 autres qu'on aimerait pouvoir susciter. C'est celle de ce que j'appelle la ruche d'abeilles. C'est là où il y a des rapports d'émulation. Chacun s'affaire à ce qu'il sait faire le mieux et admire le travail des autres. Et puis, évidemment, idéalement, un foyer familial, parce qu'on n'échappe pas à la métaphore familiale, c'est-à-dire des rapports de solidarité, c'est-à-dire qu'on se sent concerné par le travail des autres. On est prêt à donner un coup de main, on est prêt à être solidaire et à s'entraider. Et donc, si vous voulez, voilà un peu 4 types de rapports qui peuvent s'instaurer. Évidemment, dans une même équipe, on peut avoir une partie de l'équipe qui est un peu sous un mode de meute de loup ou une partie d'une équipe qui est un peu un panier de crabe, ou alors ça peut être toute l'équipe. Donc, il y a ces dynamiques émotionnelles peuvent cohabiter dans une même équipe. Mais idéalement, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait qu'entre les membres d'une équipe des rapports d'émulation et des rapports de solidarité et pas des rapports de domination et des rapports de rivalité. Alors, comment on peut justement essayer de susciter ces bons états d'esprit, ces bons esprits d'équipe? Alors, eh bien, en mobilisant au maximum les instruments de partage, c'est-à-dire en donnant l'occasion à chacun d'être pour l'autre un don, et donc qu'on puisse créer des occasions de dons mutuels, de dons réciproques entre les membres d'une équipe. Et il y a tout un tas de moyens qui sont utilisés et que vous connaissez tous. Je vais en faire un petit panorama, mais il n'y en a aucun, à mon avis, qui vous surprendra, mais peut-être vous ne les avez pas, évidemment, tous en tête quand vous pensez à cette problématique-là, comment créer justement l'occasion de dons mutuels. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'on peut mobiliser tous ces moyens et on peut aussi les optimiser. Alors, comment créer cet esprit de famille? Donc, il faut recourir à ces instruments de partage. Il faut donner l'occasion à chacun d'être dans le partage avec les autres. Alors, le premier moyen, c'est la vie communautaire. Alors, il y a certaines organisations, là je prends évidemment l'exemple de l'armée, mais il y en a d'autres, où on a des expériences de vie communautaire et on vit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Évidemment, là, ça crée des liens. Mais toutes les organisations ont bien compris que créer des brèves expériences de vie communautaire sont des accélérateurs de l'esprit de famille. On fait des week-ends d'intégration, on va faire une retraite quelques jours dans un beau lieu, où on va passer ensemble, on va passer beaucoup de temps ensemble, et évidemment, ça va être des occasions de partager beaucoup de moments ensemble et donc de créer un esprit de famille. Donc ça, créer des expériences de vie communautaire, même brèves, de quelques jours, sont des accélérateurs, notamment pour les équipes où les gens ne se connaissent pas. Et bien évidemment, ça va permettre de très vite apprendre à se connaître. La tenue vestimentaire peut être aussi un élément constitutif du sentiment d'appartenance à une équipe ou à une organisation. Là, je prends l'exemple évidemment d'Apple, où
quasiment l'uniforme est revenu est redevenu de rigueur. Alors, ça peut être une tenue ou un code vestimentaire qui va évidemment renforcer le sentiment d'appartenance. Si on s'habille de la même manière, si on porte un uniforme, on porte une même tenue, évidemment, on a l'impression d'appartenir à une même organisation, à une même équipe. Et puis, vous avez les rites. Les rites, ce sont des pratiques collectives qui vont nous permettre justement de communier ensemble, de partager un instant. Et les rites sont de plus en plus aussi utilisés dans les entreprises pour souder des collectifs, pour donner un sentiment d'appartenance. Alors, typiquement, évidemment, les organisations qui ont beaucoup de rites vont avoir une très forte cohésion. Là, vous avez l'exemple évidemment de la levée des couleurs le matin dans une caserne. Alors, ça peut sembler, encore une fois, très militaire, mais vous avez beaucoup d'organisations qui ont des rites quotidiens. Là, je prends l'exemple de Walmart, où tous les matins, au début, avant de travailler, dans toutes les équipes et dans tous les magasins Walmart, et au siège évidemment aussi, on fait un rituel où le manager met son équipe en ligne et voilà, il répète un certain nombre de phrases comme celle que vous voyez ici, give me a W, et tout le monde crie W, give me an A. Et alors, c'est typiquement peut-être américain, on a l'impression que ça ne pourrait pas exister en France, mais dans beaucoup d'organisations, on met en place des rituels. Et pour vous dire, il y a une semaine, j'allais à l'Apple Store, et en partant de l'Apple Store, j'étais arrivé à la fermeture, j'ai assisté à un rituel où tous les employés de l'Apple Store se sont ont créé une sorte de corridor dans lequel devaient passer trois employés parce que ces trois employés quittaient l'entreprise. Et donc, il y avait on faisait une aide d'honneur et il y avait ce rituel et puis tout le monde applaudissait des mains. Il y avait tout un rituel et on va voir que c'est un rituel de sortie d'une équipe ou d'une organisation et que c'est une manière effectivement de renforcer le sentiment d'appartenance. Donc, vous avez des rituels d'entrée dans une équipe ou dans une organisation. Typiquement, c'est le pot de bienvenue qui permet de prendre conscience d'abord à celui qui rentre qu'il est accepté dans l'équipe et puis à chacun des membres qu'il appartient bien à un groupe où on accueille un nouveau et donc qu'on met à l'honneur dans le cadre d'un rite d'intégration, donc typiquement un pot de bienvenue. Après, donc, vous voyez, évidemment, il y a des cérémonies d'intégration dans certaines institutions. Vous avez aussi des cérémonies de récompense où là aussi, on remet des prix, on remet voilà, des tableaux d'honneur. Donc, ça aussi, ça permet de se sentir admiré et aimé par son équipe. Donc, des cérémonies d'hommage, là, typiquement aussi chez Apple, chaque année, on rend hommage aux fondateurs. Donc, on communie tous effectivement, dans la mémoire et dans le souvenir de quelqu'un d'illustre qui a marqué l'organisation ou qui a marqué l'équipe. Et puis, vous avez évidemment la fête, qui est aussi typiquement un rite qui permet de partager des moments de joie ensemble. Ces fêtes peuvent être liées à l'activité et à la vie de l'équipe ou de la vie de l'organisation. Donc, un événement marquant de la vie de l'équipe, on a obtenu un contrat, on a réussi, on a atteint un objectif. Évidemment, il y a une belle réussite et on va faire une fête pour la célébrer. Ou il peut y avoir des fêtes sociales, typiquement à l'occasion d'un événement social, culturel ou religieux, où évidemment, là, on va tous ensemble se réunir pour fêter ensemble cet événement. Alors, j'ai commencé à donner l'exemple que j'avais observé dans un Apple Store. Et bien, typiquement, c'est une cérémonie d'adieu, un rite de sortie qui renforce le sentiment d'appartenance, typiquement le pot de départ, où on met à l'honneur de nouveau celui qui s'en va, on lui communique toute notre gratitude pour tout le travail qu'il a accompli, évidemment, on lui souhaite bonne chance pour la suite. Donc, tous ces rituels, évidemment, plus une équipe a des rituels, et c'est à chaque équipe de l'inventer, et ça peut venir de l'équipe, mais ça peut venir évidemment du manager qui a là toute sa créativité pour créer des rituels, pour renforcer la cohésion et renforcer le bon esprit dans son équipe. Les repas, évidemment, les repas d'équipe qui sont aussi un autre moyen qu'on peut utiliser. Et puis, il y a les réunions. Alors, d'abord, il y a les réunions de travail, mais il y a différents types. Donc là, c'est pour le modus operandi. On se réunit pour travailler ensemble ou pour discuter du travail. C'est déjà un moyen de créer de la convivialité. Mais évidemment, il y a d'autres types de réunions, réunions de service où on fait le tour de tous les projets qui ont lieu dans une équipe, où chacun peut être informé de ce qui se passe dans le reste de l'équipe
et se sentir appartenir à un collectif. Il y a des réunions d'information où le manager va informer de décisions qui sont prises par l'organisation ou par différents événements dont il veut communiquer à ses collaborateurs. On peut saisir en fait de nombreuses occasions pour faire des réunions. Alors, évidemment, il y a les réunions de crise quand il y a des problèmes. Ça, c'est évidemment des réunions qu'on espère ne pas avoir. Mais toutes ces réunions sont des occasions aussi de créer de la cohésion et de renforcer le sentiment d'appartenance et donc de créer des émotions positives de gratitude mutuelle. Là encore, évidemment, lors des réunions, pour assurer évidemment que ces réunions aient un effet positif en termes de dons mutuels et de gratitude, il faut pouvoir veiller à bien répartir la parole entre les collaborateurs. Et puis, il y a les loisirs. On peut organiser tout un tas de loisirs, soit sur le lieu du travail, soit on peut les organiser après le travail ou avant le travail ou à l'heure du déjeuner. Évidemment, tout ça, ce sont aussi des occasions de se rencontrer dans un cadre plus familier, plus décontracté et de créer des liens de complicité, d'apprendre à mieux se connaître. Et tout ça, évidemment, va créer aussi un capital à la fois d'admiration et de gratitude mutuelle. Enfin, les épreuves, évidemment, ça, ce sont des épreuves où quand on partage des émotions négatives, des émotions douloureuses, évidemment, ça crée des liens aussi. Donc, il y a les moments de joie, mais il y a aussi les moments de tristesse partagés. Et tout ça, évidemment, ça crée des liens affectifs entre les membres d'une équipe. Alors, les épreuves, on ne va pas essayer de les créer artificiellement, mais malgré tout, quand elles arrivent, elles peuvent être aussi un vecteur, je dirais, de cohésion, parce qu'elles peuvent créer justement de la gratitude mutuelle. Donc, vous voyez, tous ces instruments de partage peuvent être mobilisés pour créer des émotions positives et donc créer de la joie de vivre, créer de la bonne humeur et créer une bonne ambiance au sein d'une équipe. Et enfin, je terminerai sur, malgré tout, on doit aussi être vigilant pour éviter justement de créer ces émotions négatives dont j'ai parlé, et notamment l'envie. Je laisse de côté la peur, mais l'envie, c'est de ressentir les autres comme des obstacles, comme des rivaux. Et évidemment, en tant que manager ou en tant qu'organisation, on doit être vigilant sur les instruments de rivalité que l'on peut manipuler et qui peuvent susciter justement la division, la rivalité, la désunion au sein des équipes. Alors, parce que effectivement, ce que ces instruments de rivalité vont créer, c'est un esprit de panier de crabe. Et donc, je présenterai quelques instruments de rivalité, enfin, les 4, à mon avis, qui me semblent les plus importants et les plus dangereux dans un collectif, et sur lesquels il faut être très précautionneux en tant que manager. Le premier, c'est la comparaison entre les collaborateurs. Quand un manager va comparer des membres de son équipe, évidemment, ça peut susciter, que ce soit sur le mode comparatif ou sur le mode même superlatif, en disant c'est le meilleur d'entre nous. Comme vous avez peut-être vous souvenez, c'est ce que Jacques Chirac avait dit d'Alain Juppé quand il dirigeait le RPR, et ça lui avait évidemment suscité beaucoup d'animosité de tous les barons du parti, parce qu'effectivement, à partir du moment où on l'avait mis sur un piédestal, tous les autres, évidemment, commençaient évidemment à en ressentir de l'envie. Donc, évitez de comparer, parce que quand on compare, on va mettre quelqu'un au-dessus et quelqu'un en dessous, on va créer des inférieurs et des supérieurs. Et évidemment, ça, c'est source d'envie. Les classements, évidemment, créent nécessairement de l'envie, parce qu'il y a des gens qui se sentent supérieurs, des gens qui se sentent inférieurs, et évidemment, on peut souffrir d'être mal classé. La différence de traitement, c'est encore plus sournois. La moindre petite différence de traitement que fait un manager entre un membre de son équipe et un autre, ou entre un groupe, un clan dans son équipe et un autre clan, peut susciter l'envie et la rivalité. Et donc, il faut veiller effectivement à l'impartialité, à être équitable et à avoir des décisions qui sont les plus justes possibles, parce que la moindre différence de traitement peut créer de l'envie. Parce qu'elle crée justement des inférieurs et des supérieurs. Certains ont le droit à des privilèges, certains ont le droit à un traitement préférentiel, à des avantages, et toute forme d'avantage, et ça peut être même juste le fait de tutoyer certains membres de son équipe et vous voyez d'autres membres de son équipe, ça peut déjà suffire pour créer une différence de traitement et créer déjà des dissensions dans une équipe, ou d'aller par exemple toujours déjeuner avec les mêmes membres de son équipe, ou de toujours complimenter les mêmes membres de son équipe. Vous voyez, toutes ces petites différences de traitement
peuvent déjà susciter la rivalité et l'envie. Et donc, il faut être très vigilant dans son comportement sur la moindre petite différence de traitement. Et enfin, évidemment, mettre en concurrence, en compétition des collaborateurs pour des promotions, pour des bonus, pour des primes, pour tout ce que vous voulez. Évidemment, là aussi, de la compétition, il y aura un gagnant et un perdant, et là où des gagnants et des perdants, et évidemment, la compétition crée des inférieurs et des supérieurs, et du coup, peut susciter l'envie. Voilà, donc ça, ce sont 4 instruments sur lesquels il faut être très vigilant. C'est-à-dire que si dans une équipe, vous n'avez quasiment pas d'instrument de partage, c'est-à-dire vous n'avez pas de moment de vie communautaire, vous n'avez pas de tenue, vous n'avez pas de rite, vous n'avez pas de repas en commun, vous n'avez pas, qu'est-ce que j'ai oublié, de loisirs en commun, et que par contre, vous avez beaucoup de comparaisons du classement, des différences de traitement de la compétition, là, vous ne pouvez pas imaginer avoir une équipe qui sera très soudée. Au contraire, vous aurez une équipe qui sera certainement très désunie et très divisée. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous présenter. Donc, en conclusion, donc, vous voyez, pour manager ces équipes par les émotions, avec le modèle Homo emeticus, ce qu'on est invité à faire, c'est à être vigilant sur ces 4 émotions. Et en désactivant au maximum la peur et l'envie, on va désactiver toutes les autres émotions négatives de tristesse, de colère, de honte, de culpabilité. Et à l'inverse, en essayant au maximum d'insuffler de l'admiration et de la gratitude, j'ai surtout parlé de la gratitude aujourd'hui, c'est-à-dire de partage et donc de don mutuel, et j'aurais pu parler aussi d'admiration, mais manque de temps, je n'ai pas pu développer. Mais quoi qu'il en soit, en suscitant l'admiration mutuelle et la gratitude mutuelle au sein des membres de son équipe, on va susciter la joie et donc on va susciter un modus vivendi fondé sur des émotions positives, et donc on va avoir une équipe qui sera soudée et dont les membres seront à la fois motivés et loyaux. Voilà.